C'est l'heure de l'Intelligent Club sur l'Intelligent TV. Il est 19h48 à Abidjan et voici les sujets au menu de cette émission. Fête du travail 2025, retour sur les grandes annonces du 1er mai. Congrès du RHDP, les dates sont enfin connues. Élection présidentielle 2025 en question. Que peut faire la CEDEAO? Enfin, journée mondiale de la liberté de la presse, état des lieux en Côte d'Ivoire. Ce soir, Jean-Richard Nguessan est accompagné de David Bédia, également journaliste qui remplace pour la circonstance Soro Djabiga, indisponible pour aujourd'hui. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. Jean-Richard Nguessan, hier jeudi 1er mai, la Côte d'Ivoire, à l'instar du reste du monde, célébrait la journée mondiale de la liberté de la presse, un événement majeur pour nous autres professionnels de l'information. Alors quels sont, la journée mondiale de la fête du travail plutôt, voilà, pour la presse c'est plutôt demain, samedi 3 mai. Alors s'agissant de ce qui s'est passé sur le plan national, qu'est-ce que l'on peut retenir des grandes annonces faites et par le gouvernement et par les organisations syndicales? D'entrée de jeu, je veux saluer toutes ces personnes qui nous font l'amitié de nous suivre depuis quelques semaines tous les soirs. Merci de votre amitié, surtout de votre fidélité. Pour revenir à votre question, il faut noter tout simplement qu'il y a énormément d'avancées. Avant de revenir sur les différentes avancées, je vais évoquer les décisions qui ont été plus ou moins prises par le gouvernement. Le chef du gouvernement a simplement annoncé qu'à partir du 1er mai, les personnes du secteur informel détenant une 4 CMU peuvent se faire soigner pendant 4 mois dans tous les centres de santé et hôpitaux publics de Côte d'Ivoire. Leurs cotisations mensuelles sont totalement prises en charge. Il a ajouté qu'il s'agit des travailleurs du secteur informel, notamment 90% des forces vives de la nation. Il s'agit de leurs familles, que ce soit des paysans, des transporteurs, des commerçants ou encore des artisans. Le gouvernement a décidé de prendre en charge 70% des frais, des soins et des médicaments de ces différentes personnes. Les populations ne paient que 30% et accèdent aux soins et aux médicaments à moindre coût, que ce soit dans les zones rurales. Le gouvernement a décidé de prendre en charge les frais de consultation, des actes infinis et des médicaments dans plus de 2244 centres de santé ruraux. Et puis, pour parler des différentes doléances des différentes centrales syndicales, relatives notamment au rétablissement des ponctions faites sur les salaires des enseignants grévistes, à la libération de leurs camarades assis, giselés, incarcérés, et puis notamment à la prime des enseignants, le Premier ministre a voulu rassurer plus ou moins les travailleurs en disant ceci: chers travailleurs, à travers vos représentants, vous avez demandé d'être vos avocats auprès du chef de l'État. Nous acceptons d'être vos avocats pour les frais et ceux dont les ponctions ont été faites sur les salaires. Et puis s'agissant des revendications nouvelles, le gouvernement a rappelé qu'il soutenait notamment l'ensemble des travailleurs. Voici entre autres les grandes décisions qui ont été arrêtées ce 1er mai. David Bédia, lecture de ces différentes annonces faites par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Merci. Je salue d'abord les internautes de l'Intelligent TV. C'est la première fois que nous participons à ce débat, mais c'est très important. Vous le faites parfois par vos contributions sûr, lors de vos différentes... Je suis là, mais en présentiel. Voilà. En présentiel, tout à fait. Ça, c'est important de préciser. Voilà, merci beaucoup. Et voilà, il faut dire que moi, je salue le discours, le grand discours de ce grand orateur, le Premier ministre Begré-Mambé. N'oublions pas que c'est l'auteur de cette expression qui fait beaucoup parler d'elle en Côte d'Ivoire, les joies et la joie. Et donc c'était un moment de joie, ça a été bien. Mais il a dit quelque chose tout à l'heure, Jean-Richard, merde, il faut que je ne fasse plus cette erreur. Voilà. Alors Jean-Richard l'a dit, il s'est prêté avocat des syndicalistes, et moi ça me plaît beaucoup parce que j'ai l'impression que les travailleurs de Côte d'Ivoire sont laissés pour compte. Ils n'ont pas d'interlocuteur auprès du gouvernement. Dernièrement,
lors de la grève des enseignants, il y a eu une audio qui est passée sur les réseaux sociaux. On peut l'interpréter comme on veut, mais quand on entend des personnes menacer des syndicalistes, soit disant que nous sommes venus, on est venu au pouvoir, on n'est pas là pour s'amuser. Après, est-ce que l'élément est authentique, hein, ça et aussi, ça, c'est pourquoi je dis qu'on pourra le démontrer comme on veut. Mais il faut dire que nos enseignants, les travailleurs de Côte d'Ivoire, traversent des difficultés et ils l'ont signifié. Vous savez que je n'ai plus la date, l'année où le président Ouattara avait fait monter le SMIC à 75 000 francs. Mais je pense que le sujet est revenu encore sur la table hier sur cette affaire de SMIC. Je le disais un jour dans un débat avec un confrère que le SMIC n'est pas suivi. Et ça a été démontré hier par les travailleurs, surtout du secteur privé, que le SMIC n'est pas suivi. Ils ont même demandé au Premier ministre de veiller à l'application effective du SMIC. Et c'est vraiment important. Le Premier ministre aussi a dit que le gouvernement a mobilisé 209 milliards de francs CFA pour les réformes sociales, notamment la révalorisation du SMIC. Et vous voyez, comme lui-même, le Premier ministre, le dit. Donc pour la révalorisation du SMIC, ça veut dire que c'est vrai, la loi a été prise, mais dans son application, ça reste beaucoup de choses à faire. Il a parlé aussi de l'ajustement de l'indemnité, de logement, du transport. Ce sont des revendications qui reviennent chaque fois dans la bouche des syndicalistes, des travailleurs. Et donc, moi, je pense que c'est un espoir. C'est un espoir. Maintenant, il faudrait que les choses puissent vraiment être appliquées. Alors, certaines avancées ont été constatées, non seulement évoquées par le gouvernement à travers le Premier ministre Robert Begré-Mambé, mais aussi par les syndicalistes, dont Zadi Nyonyon, qui est président de la Confédération syndicale de la Plateforme nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, la CSPNCI. Et dans l'élément que nous allons suivre, il s'est confié à l'Intelligent Club et il évoque non seulement les progrès qui ont été réalisés, mais également les besoins des syndicalistes, disons des travailleurs ivoiriens, dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Pour 2025, nous sommes, comme l'année dernière, nous sommes dans un contexte de trêve sociale. La trêve sociale est signée tous les 5 ans depuis 2017. Et donc, nous continuons à bénéficier des avantages obtenus lors de la signature de la trêve sociale en 2022. Donc, on peut rappeler rapidement que lors de la signature avec le gouvernement, nous avions pu améliorer les indemnités contributives au logement et les étendre à tous les fonctionnaires qui n'en bénéficiaient pas. Nous avons pu également améliorer les allocations familiales qui étaient bloquées depuis 1960 à 2500 francs. Elles sont passées donc à 7500. Les allocations familiales ont été donc améliorées. Et ensuite, nous avons pu instituer en Côte d'Ivoire pour la première fois une prime de fin d'année qui est le 13e mois payé pour l'instant au tiers du salaire de décembre. Donc ces acquis-là continuent d'être payés tous les mois par le gouvernement ivoirien, dès lors que notre accord va jusqu'à 2027. Et alors en 2027, de nouvelles discussions adviendront et des nouveaux accords seront signés. Mais ce qu'il faut noter cette année, c'est qu'il y a la résurgence, n'est-ce pas, de la crise et de la grève portée par les enseignants qui a un peu remis en cause la stature et la structuration de la trêve sociale qui voulait que, en contrepartie des efforts financiers faits par le gouvernement, que les syndicats observent une trêve sociale, c'est-à-dire privilégient le dialogue pour poser leurs nouvelles préoccupations. Donc cette année est marquée véritablement par des soubresauts au plan social et un peu la remise en cause du dialogue social comme moyen privilégié des règlements des conflits entre l'État et les syndicats. Donc aujourd'hui, les syndicats enseignants réclament l'institution d'une prime d'incitation, mais derrière tout ça, il y a également l'ensemble des fonctionnaires qui ne bénéficient pas des primes qui souhaitent qu'il y ait une généralisation de la prime. Et c'est cette question-là qui était au centre de l'affaire de 2025. Étant entendu qu'autour de cette affaire, il y a eu la crispation et des mesures de rétorsion ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire, notamment des ponctions salariales
disproportionnée avec des suspensions de salaire de certains leaders pour le mois d'avril 2025, ainsi que l'arrestation d'un syndicaliste, le camarade Dugarry, qui est encore en prison, dont nous réclamons la libération. Nous, en tant que centrale syndicale, qui avons des syndicats impliqués, nous travaillons à ce qu'il y ait la décrispation. Et je peux même dire que nous l'avions obtenu avec l'atelier de Bassam, qui avait pu mettre en place un chronogramme de travail participatif qui permettait donc jusqu'au 15 septembre de terminer les travaux sur l'étude sur la faisabilité, n'est-ce pas, du paiement d'une prime d'incitation. Donc ça, c'était déjà un acquis important sur lequel nous devions travailler. Et malheureusement, avec les ponctions et les arrestations, nous sommes revenus en arrière. Mais avec ce que nous avons entendu hier au 1er mai, où l'engagement du Premier ministre à être notre porte-parole auprès du Président de la République pour justement lever les suspensions et reverser les ponctions et ensuite libérer le camarade, nous sommes convaincus que les semaines qui viennent seront des semaines qui seront plutôt, qui vont rentrer dans une accalmie, où le dialogue social va reprendre tous ses droits et les débats vont reprendre dans la sérénité. Et alors l'école retrouvera tous ses droits et nos enfants pourront aller aux examens. Et alors que nos camarades se sont engagés à rattraper les cours non faits, nous pensons qu'on aura une année plus tranquille si le gouvernement, comme l'a promis le Premier ministre, n'est-ce pas, nous faisait ce cadeau-là de reverser les fonctions, de reverser les suspensions et, n'est-ce pas, de libérer le camarade Dugarry. Mon cher Nguessan, là, on constate que les syndicalistes placent beaucoup d'espoir dans l'engagement pris par le chef du gouvernement de se faire leur porte-parole auprès du président de la République. Est-ce que vous pensez que cela ouvre une lucarne d'espoir pour mettre un terme à la crise que connaît aujourd'hui le secteur de l'enseignement notamment et plus généralement le monde du travail en Côte d'Ivoire? Oui, forcément, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et le Premier ministre a pris l'engagement d'être l'avocat des différents syndicalistes. Et d'ailleurs, moi, je veux saluer cette intervention de M. Gagna qui reconnaît les acquis. Vous savez, en 2022 déjà, le président de la République avait pris une décision assez inédite. Il évoquait à l'instant une décision qui induit 4 éléments, notamment la hausse des différentes allocations familiales pour tous les fonctionnaires. C'est quelque chose à saluer. Le montant ayant été triplé et depuis lors, cela n'a subi aucune modification, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Il a évoqué aussi la hausse de l'indemnité de transport pour tous les fonctionnaires, c'est quelque chose également qu'il faut saluer. Il a évoqué également l'institution d'une prime annuelle pour tous les fonctionnaires, ce qui représente pratiquement le tiers du salaire sur la base payable en janvier de chaque année. Et enfin, il a évoqué aussi la hausse de l'indemnité de logement et son extension à tous les fonctionnaires. C'est des acquis qu'il faut saluer et cela remonte à 2022. Et ce qui m'a marqué aussi dans l'intervention du Premier ministre, il a dit que le travail se poursuit, qu'il allait continuer à améliorer notamment les conditions de vie de tous les fonctionnaires, mais par ailleurs, il les a invités aussi à garder un climat social assez paisible afin que le gouvernement puisse travailler normalement. Et puis ce qu'il faut relever aussi en termes d'avancée, il faut rappeler déjà qu'en 2013-2014, le gouvernement avait procédé au paiement de la totalité des avantages accordés aux fonctionnaires en 2009. C'était plus de 357 milliards. Et en 2013 jusqu'en 2024, ce sont plus de 511 milliards que l'État a payé à tous les fonctionnaires au titre de ces différentes mesures. On se rappelle aussi en 2014 le déblocage des avancées insidiées, ce qui était gelé depuis 1988. Ce qui revient à dire que depuis 2014, la plupart des fonctionnaires connaissent une augmentation systématique tous les 2 ans. C'est des points qu'il faut noter. C'est vrai que beaucoup reste à faire, mais comme M. Nyanya l'a évoqué à l'instant, il y a des avancées notables et je pense que le gouvernement aussi travaille dans ce sens-là. Et si le Premier ministre a pris l'engagement d'être le porte-parole des travailleurs, nous espérons qu'il y a véritablement, pour revenir à votre question, qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Je retourne la question à David Bédia. Est-ce qu'avec la posture actuelle dans laquelle campe le chef du gouvernement, on peut espérer que la crise qui secoue le milieu de l'enseignement en Côte d'Ivoire connaissent très rapidement un dénouement assez favorable? Mais c'est le vœu que nous caressons véritablement parce que il faut comprendre que cet enseignant syndicaliste qui a été arrêté, il enseigne dans l'école ivoirienne et il a une classe. Ses enfants, ses élèves ne sont pas suivis depuis quelque temps. Et je pense que
on n'avait même pas besoin d'attendre cette fête de travail pour parler de son cas. Parce que ce n'est pas un bandit. A été voilà. C'est bien sûr. sur la table. Oui, mais il est en prison. Depuis quelques semaines, ce dont je parle, je veux dire que sa place n'est pas en prison. C'est un syndicaliste qui demande une meilleure condition de vie et de travail. Donc, normalement, on n'a pas besoin d'arrêter un tel homme. Pourquoi? Parce que la question de l'enseignement, ça nous intéresse tous. Nous avons tous des enfants. Vous voyez, nous avons tous des enfants à l'école. Et donc, si ceux qui sont les enseignants de nos enfants ne sont pas dans les conditions, mais écoutez, ça réjaillit sur nous. Je vais vous donner un exemple. J'ai chez moi un neveu qui a fait le CM2 2 fois. Il n'a pas pu obtenir l'entrée en 6e et j'ai compris pourquoi aujourd'hui. Je l'ai fait venir à Abidjan, il joue au football. Il aime, c'est ce qu'il aime. Je l'ai mis là, il joue au football. Mais je vous assure, CM2, 2 fois le CM2, toi-même ton nom, tu ne peux pas l'écrire, c'est grave. Et c'est les situations que nous vivons. Et donc, quand des gens qui ont pris l'engagement de pouvoir, devant la nation bien sûr, de pouvoir donner l'éducation aux enfants, ne sont pas dans les conditions, mais ils vous produisent un résultat comme celui-là. Vous comprenez? Donc, ça nous intéresse tous, et le Premier ministre, et le Président de la République, et tous les membres du gouvernement, et jusqu'aux petits citoyens ivoiriens, est intéressé. Je pense qu'il faut libérer ce monsieur. Et c'est pourquoi, quand le Premier ministre dit qu'il se prête à être l'avocat des enseignants, il ne sait pas combien de temps ça va mettre encore pour que cette doléance soit entendue. Mais moi, je pense que ça en perd encore du temps. Il faut faire vite pour que les examens de fin d'année ne soient pas boycottés. Se déroule dans des conditions sereines. Second sujet de cette émission, congrès du RHDP, enfin les dates connues, et c'est pour les 20 et 21 juin prochains à Abidjan. Alors, l'actualité, elle cristallise, il faut le dire, la politique ivoirienne aujourd'hui. Tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui peut ressortir de ce congrès? Alassane Ouattara sera-t-il oui ou non candidat à la candidature du RHDP pour la présidentielle d'octobre 2025? Jean-Richard Nguessan, en tant qu'observateur averti de la scène politique ivoirienne, quels sont les enjeux selon vous de ce congrès que tout le monde attend avec beaucoup d'ardeur? Ah oui, c'est un congrès assez important pour le parti au pouvoir. Vous savez, ce congrès est important à plus d'un titre, parce que ce congrès va non seulement dresser le bilan de la nouvelle organisation du parti. On sait que le RHDP a été fondé en mai 2005, mais ce parti a connu beaucoup de mutations. Le parti s'est transformé véritablement en parti en 2018. Et ce congrès est important parce que ce congrès va servir aussi pour faire des recommandations pour renforcer la présence du parti. C'est vrai que le RHDP est un parti fort au regard de ce que nous observons, au regard des derniers chiffres des différentes élections, mais le parti, ce congrès aussi vise surtout à renouveler le mandat du président. Et c'est là que tous les observateurs se posent des questions. Est-ce que le président Alassane Ouattara restera toujours le président du parti, puisque son congrès aussi vise à désigner le candidat du parti pour les prochaines élections de 2025. On sait que les prochaines élections cristallisent plus ou moins l'actualité. On observe, mais ce qui est intéressant, c'est que ce congrès aussi se veut un congrès assez éclaté. Lorsqu'on a regardé les différentes recommandations de la rencontre du RHDP, il y aura des pré-congrès dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Ils vont sillonner plusieurs régions du 17 mai au 15 juin pour aller à la rencontre des populations. Je me dis que ce congrès se présente aussi comme une sorte de démocratie. Prendre l'avis des populations avant ce congrès-là même qui aura lieu du 20 au 21 juin. Une partie non seulement au parc des expositions avec 7000 personnes, mais une autre partie beaucoup plus grande avec plus de 60 000 personnes au stade EBMP. Donc, je me dis qu'à travers ce congrès, c'est une démonstration de force que le RHDP veut faire et montrer surtout à la communauté internationale et surtout à ses adversaires de l'opposition que c'est un parti fort et un parti plus que jamais présent sur le devant de l'échiquier national. David Bédia, on s'achemine vers un congrès au bout duquel le suspense semble absent, puisque
toutes les bases ou structures du RHDP réclament comme unique candidat le fameux plan A du parti présidentiel, l'actuel chef d'État, Alassane Ouattara plutôt, qui est pressenti pour être le candidat du parti à la prochaine présidentielle. Alors sur ce point, est-ce que vous pensez que il pourrait ressortir quelque chose d'improbable qui puisse éventuellement surprendre les observateurs de la scène politique ivoirienne? Merci Raymond. Tu sais, tout à l'heure, tu t'es trompé. Enfin, tu as pensé que tu t'es trompé, mais quand tu as dit Alassane Dramane Ouattara, ben, on l'a connu sous ce don en tant que Premier ministre. Allons-y. Voilà, donc, mais justement, c'est tout cela qui fatigue un peu la mémoire collective. Ce congrès, moi je l'appelle un congrès sous l'ombre de l'illégalité. Parce que normalement, le deuxième congrès du RHDP devait être organisé en janvier 2024. Parce que le président du parti a été élu le 26 janvier 2019. Et pour 5 ans. Donc normalement, le 26 janvier 2024, son mandat prend fin. Sauf s'il y avait eu une convention ou bien une décision officielle qui prolongeait son mandat, ok, mais il n'y a pas eu jusqu'à ce jour de décision officielle du parti. Et donc, c'est un congrès qui s'organise dans un imbroglio. Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'y a même pas de suspense. C'est-à-dire qu'on va célébrer un gourou, qu'il soit légal, qu'il ne soit pas légal. On s'en fout. D'abord, sur le plan national, laissons d'abord le parti. Sur le plan national, c'est-à-dire, il veut être candidat pour les élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Donc, on parle sur le plan national. Et ce qui, normalement, moi, à la place de M. Alassane Ouattara, je ne suis pas candidat. Pourquoi? Parce que d'abord, la constitution de mon pays ne me permettait même pas d'être candidat en 2020. Et il a décidé d'être candidat à titre exceptionnel à cause de ce que nous savons. Vous comprenez? Même les Ivoiriens l'ont contesté. On a vu ce qu'on appelait, comment dirais-je, comment ils ont, le nom, voilà, en 2020, la désobéissance civile, merci. Voilà. Il a souligné qu'en 2020, il a été candidat non pas parce que la loi ne lui permettait pas de l'être, mais parce que permettez que je vous en prie. Non, mais j'en viens, mais parce que il voulait céder la place à une nouvelle génération. Merci. En la personne de Amadou Coulibaly, son ancien Premier ministre. Merci. Je sais que je ne suis pas juriste, et toi non plus. Mais je sais, la loi est écrite en français et nous la lisons tous. Lorsque, dans la constitution de la Deuxième République, il était marqué la limitation d'âge. Quand on marque la limitation d'âge, après la Troisième République, qu'est-ce qu'on fait? On la fait sauter, n'est-ce pas? Quand on fait sauter, ça veut dire qu'elle n'est plus valable. J'aurais souhaité que dans la Deuxième République, on nous dise que la limitation de mandat aussi saute. Si on faisait sauter la limitation de mandat, Alassane Ouattara pouvait être candidat tant qu'il le voulait. Mais tant qu'ils n'ont pas fait sauter la limitation de mandat et qu'il laissait rester 2 ans, ça veut dire que Alassane Ouattara, 2010, sinon ce n'est pas une controverse, voilà, bien sûr, 2010 jusqu'en 2011, il avait fini ses 2 mandats, il n'était pas candidat. Donc cette année, par rapport à ce congrès, notamment relativement, c'est vrai qu'il n'y a pas d'enjeu. Non, nous sommes en train de parler du RHDP, je vous en prie. Non, j'en viens. Là, je pose la question. Nous savons de façon évidente que ces 3 partis ont pour plan A leurs leaders respectifs, Laurent Gbagbo pour le PPACI, Tcham pour le PDCI et Alassane Ouattara pour le RHDP. Mais est-ce qu'au niveau du parti présidentiel, éventuellement, tenant compte de toute l'atmosphère qui a prévalu d'abord en 2020 et qui semble s'installer aujourd'hui en 2025, il pourrait éventuellement en ressortir une surprise? Non, moi je n'y crois pas. Je dis bien moi je n'y crois pas. Mais je ne suis pas le divin, donc peut-être ça peut changer, mais je n'y crois pas. Tout le monde le dit, Alassane Ouattara ou rien. De la même manière on dit Gbagbo ou rien.
de son côté aussi, Alassane Ouattara, où rien existe. Vous comprenez? Donc, moi, je ne crois pas qu'il puisse avoir... C'est vrai qu'il a parlé d'une douzaine de présidentiables, mais les douzaines de présidentiables, même la dernière fois, un journaliste s'est amusé à poser la question au ministre Adjoumani. Il a dit non, 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 il n'est même pas intéressé. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plan B au RHDP. Et c'est ce qui, totalement, moi, me désole. Jean-Richard, est-ce que Alassane Ouattara, dans les comptes, il a 83 ans? Il faut le souligner et il devrait en avoir un peu plus en 2026 d'ailleurs. Donc s'il rempile pour un nouveau mandat éventuellement, est-ce que dans les conditions que l'on sait, après avoir passé déjà 15 ans à la tête de l'État ivoirien, est-ce que vous pensez qu'il est dans les dispositions physiques peut-être ou même morales et autres pour se dire je vais me lancer à nouveau à la course à la présidentielle, même s'il annonçait en janvier dernier qu'il se sent pleinement en forme pour continuer à servir son pays, mais peut-être autrement? Il a dit lui-même en janvier dernier, vous l'avez évoqué, et pour la plupart des cadres de ce parti, il reste le plan A. C'est vrai que le ministre Touré Mamadou a évoqué notamment des plans B, des plans C, mais Alassane Ouattara, quoi qu'on dise, est le plan A du parti présidentiel. Et puis vous savez, au-delà des critiques, le RHDP est aujourd'hui un parti fort, quoi qu'on dise. Aux dernières élections, c'est plus de 123 municipalités remportées. Aux dernières élections, c'est plus de 25 régions remportées sur les 31 régions. L'opposition n'a eu qu'une trentaine de régions. Et quoi qu'on dise aujourd'hui, le RHDP a cette force-là de déstabiliser l'adversaire, d'imposer le rythme du combat. Le RHDP vend son bilan. Je regardais il y a cela quelques semaines sur quelques pages de quelques ponts du pouvoir. Ils vendaient à travers des infographies le bilan du président Alassane Ouattara. Et comme ils aiment bien le faire, il faut toujours référence à l'année 2011. Et parlant d'électricité, je me suis amusé à regarder les chiffres. Ils évoquaient 94% de taux de couverture nationale, l'une des meilleures performances en Afrique. Ils estiment qu'en 2011, on était à 33%, le taux est monté jusqu'aujourd'hui à 94%. J'ai regardé aussi une infographie sur l'administration publique. Ils évoquent le nombre de fonctionnaires en 2011 à 153 000 agents en 2011 et aujourd'hui, en 2025, on est autour de 274 000 fonctionnaires. Ils estiment qu'on était à 100 agents handicapés au niveau de la fonction publique et qu'aujourd'hui on a plus de 3 700 agents. Ils estiment que les salaires les plus bas en 2011 étaient autour de 80 000 francs et qu'aujourd'hui en 2025 les salaires tourneront autour de 143 000. Et alors aujourd'hui, qui selon vous peut-être est une sorte de blanc-seing pour une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara? Ah oui, ils estiment que le bilan du président Alassane Ouattara est un bilan positif. Malgré les controverses juridiques autour de son éventuel nouveau mandat, faut-il l'appeler le deuxième ou le quatrième mandat? C'est relatif et c'est selon, mais toujours est-il que une éventuelle candidature du président sortant susciterait très évidemment, comme le rappelait tout à l'heure David Bédia, d'énormes polémiques. Oui, c'est certainement, mais quoi qu'on dise aujourd'hui, au niveau du PPACI, vous l'avez évoqué, le président Laurent Gbagbo reste le plan A. Au niveau du PDCI, le président Tcham, en dépit de ces déboires judiciaires, reste le plan A. Donc ils estiment au niveau du RHDP que le plan A pourrait être Alassane Ouattara, pourquoi pas. Et puis on parlait du congrès à l'instant. Le congrès aussi, l'un des objectifs de ce congrès, c'est de dégager de nouvelles perspectives pour le parti. Et je me dis qu'aujourd'hui, je crois à 99,99% qu'Alassane Ouattara va être forcément le candidat du RHDP. C'est vrai que gouverner, c'est décevoir par moment, mais avec l'appareil qu'il a, l'appareil du RHDP, il est bien parti. On va terminer sur ce chapitre avec vous, David Bédia. Est-ce que vous pensez, comme Jean-Richard Nguessan, 99%, que le président Alassane Ouattara est prêt à satisfaire aux demandes de ses militants? Il a dit d'une certaine façon. En janvier, il dit qu'il est prêt. C'est une autre manière, il faut le dire entre les lignes. Quand il parle, c'est-à-dire qu'il veut être encore le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc ça, moi je n'ai pas étonné qu'il soit le candidat du RHDP. Seulement ce que je voulais dire sur ces questions de bilan tout à l'heure dont tu as parlé Jean-Richard tout à l'heure. Vous savez, d'abord
les chiffres, c'est eux qui produisent les chiffres, c'est eux qui maîtrisent les chiffres. Mais parlons de l'administration publique, c'est factuel. Non, allons-y tout doucement. Je vais vous dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, même dans l'enseignement, prenons simplement l'enseignement, il y a des écoles qui n'ont pas d'enseignants. Pourtant, le nombre a beaucoup augmenté. Il y a des écoles, des établissements. Mais est-ce que oui ou non des progrès ont été réalisés? Oui, ça c'est normal parce qu'il est président, donc il a fait des efforts. Je ne dis pas non. Il a fait des efforts, mais dire que ces comparaisons-là. Et puis, deuxième chose, ce que je voulais dire. Voilà, ce que je voulais dire. Non, oui, d'accord. Ce que je voulais dire, ici, il n'est pas question de bilan. Quand vous avez été chef d'État, dans les conditions dans lesquelles M. Ouattara est arrivé au pouvoir, c'est pour travailler. Donc il devait travailler. Et s'il a travaillé, on lui dit merci. Il a travaillé. Ok, il est venu, il ne peut pas venir et puis ne pas travailler. Il a beaucoup lutté pour travailler. Vous voyez de quoi je vais parler. Il s'est beaucoup battu pour travailler. S'il a travaillé, merci. Mais il a fini. Ça, il doit le reconnaître. Ce n'est pas une question de comme j'ai beaucoup travaillé, je dois laisser. Non, tu as travaillé, d'accord. Mais si tu as travaillé, lui permet la Constitution ne lui permet plus. La Constitution est avec nous tous. La Côte d'Ivoire. Non, je te dis que aujourd'hui, tout le monde s'arrose. En 30 secondes, parce que je pense qu'on va boucler ce sujet assez rapidement. Permettez qu'il finisse parce que malheureusement, on a deux autres sujets à développer. C'est le juge constitutionnel. Moi, je n'ai plus confiance à ce qu'on appelle juge constitutionnel en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire pourquoi. En 2015, qui était le président du Conseil constitutionnel? Il s'appelait Francis Vanga Vaudier. Dans les couloirs du Conseil constitutionnel, on attendait des remous selon lesquels le président du Conseil constitutionnel ne serait pas favorable à une candidature d'Alassane Ouattara. Résultat, il a démissionné. Celui qui est venu l'a validé. En 2020, celui qui était là l'a validé. Donc, celui qui est là encore va valider. Donc, ça seulement, il faudrait... la seule chose que je vais vous dire, c'est que nous sommes tous intellectuels. Nous lisons aussi les textes. Peut-être on n'est pas spécialiste, mais quand même, les textes sont écrits en français. Nous les comprenons. Très bien. Élection, question, que peut faire la CEDEAO? Alors nous sommes à quelques 5 mois de la présidentielle d'octobre 2025. Aujourd'hui, tout le monde se demande, dans l'imbroglio politique que l'on connaît avec les revendications de l'opposition, notamment pour l'inclusivité du scrutin, puisque l'on sait que les 4 principaux ténors de l'opposition ivoirienne sont actuellement exclus de la course de la présidentielle. Alors, Jean-Richard Nguesson, qu'est-ce que peut faire l'instance sous-régionale face à cette situation que nous connaissons et qui présage malheureusement de tensions vives à l'orée de ces élections? Oui, la CEDEAO a une grande responsabilité. Vous savez, 4 des 15 pays membres de l'organisation sont aujourd'hui dirigés par les militaires. Et on sait aussi que la CEDEAO est fragilisée. Plus de la CEDEAO, ça faut le préciser. Qui ne sont plus de la CEDEAO, mais la CEDEAO, ça fait que l'institution aujourd'hui est fragilisée. Et aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire se présente comme un défi. Et la CEDEAO a une certaine responsabilité, non seulement rencontrer les différents partis politiques au niveau de la Côte d'Ivoire, essayer de... On sait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de tension, on se parle, comme j'aime à le dire, mais on ne se coûte plus. Donc la CEDEAO gagnerait aussi à anticiper sur les élections et rencontrer notamment les partis politiques pour sortir de cet imbroglio qui se présente à nous. Mais dans le cas d'espèce, David Bédia, j'ai envie de vous demander, vous qui critiquez justement la posture du pouvoir en place, que peut faire la CEDEAO, d'autant plus qu'elle ne se substituera pas à la justice ivoirienne qui pourra lui répondre, enfin le pouvoir pourra lui répondre. Il y a une séparation des pouvoirs dans notre pays. On ne va pas décider à la place du juge, alors qui a écarté Laurent Gbagbo, qui en a fait de même pour Blé Koudé, Guillaume Soro ou encore plus récemment Tidjane Cham. Alors finalement, quels sont les moyens dont dispose la CEDEAO aujourd'hui pour permettre d'apaiser le climat quand on sait que les positions sont tranchées et que les revendications sont figées? Moi, je vois mal la CEDEAO pouvoir faire changer quelque chose dans cette crise que nous vivons. Et c'est pourquoi vous avez remarqué que, peut-être à part le président Afin N'Guessan qui a interpellé la CEDEAO, mais la plupart des leaders de l'opposition ne le mentionnent même pas. Parce que
la CEDEAO a contribué à ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, ils ont contribué, donc je ne sais pas comment ils vont venir dire aujourd'hui, et eux c'est dédié, je ne sais pas. C'est-à-dire, ils ont contribué, c'est-à-dire la CEDEAO était partie prenante dans la crise post-électorale que nous avons vécue en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, alors président candidat, avait même appelé la CEDEAO pour une intervention militaire. Ça, c'est officiel. Donc, je veux dire que je ne sais pas. D'abord, on sait que... je viens. Je sais que dans cette affaire du retrait du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale et de Charles Blé Goudé, il y a eu, et même de Soro Guillaume, il y a eu la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Elle est arrivée où? Donc vous ne croyez pas en une quelconque efficacité de la CEDEAO dans la gestion des tensions politiques préélectorales en Côte d'Ivoire? Sincèrement, moi je ne sais pas comment la CEDEAO, parce qu'aujourd'hui, pour une élection apaisée en Côte d'Ivoire, je pense que celui qui doit faire bouger les lignes, c'est le pouvoir. Parce que c'est l'opposition qui a tous ses leaders écartés. Et donc c'est le pouvoir qui doit prendre une décision forte pour dire que tous les candidats reviennent sur la liste. Vous pensez que la CEDEAO a les moyens de le dire à Ouattara? Alors justement, sur la question, Jean-Richard, est-ce qu'il faut envisager dans les mois à venir peut-être une volonté de l'organisation d'engager une médiation pour tenter de rapprocher les différentes parties ou d'infléchir peut-être la position du chef de l'État, puisque finalement c'est lui qui a les leviers en main? La CEDEAO a forcément l'obligation d'intervenir. Et avant de répondre à votre question, je veux rappeler à David que la CEDEAO n'était pas à sa première intervention dans un pays. On l'a vu au Libéria en août 1990. Elle a servi de force d'interposition. On l'a vu également intervenir en 2003. On l'a vu en Sierra Leone en 1997. On l'a vu en Guinée-Bissau en 1999, en Gambie. Donc par moment, la CEDEAO s'arroge le droit d'intervenir l'ordre démocratique dans certains pays. Et dans les différentes conventions, dans les protocoles d'accord, il est écrit dans l'un des protocoles d'accord qui a été signé en 1991 par les différents États qu'il faut respecter les principes politiques et les principes démocratiques. À ce niveau-là, la CEDEAO doit s'inviter, quoi qu'on dise dans le débat ivoirien, en rencontrant les différents partis. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, on se regarde avec méfiance. La CEI, selon l'opposition, pose problème. Pour le pouvoir, la CEI ne pose aucun problème. Le PDCI ou le PPACI ou les partisans de Guillaume Soro ou encore de Charles Blé Goudé estiment que leurs champions ont été radiés injustement de la liste électorale. Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser et cela mérite que les différents partis en Côte d'Ivoire aujourd'hui s'asseyent autour d'une table pour discuter. Cela est indéniable. Et je pense que la CEDEAO aujourd'hui peut jouer ce rôle-là et on espère véritablement qu'elle va jouer aussi ce rôle. Vous estimez qu'elle peut jouer ce rôle alors que jusqu'à présent elle semble avoir très peu d'influence? Tout à l'heure, David rappelait les décisions de la Cour africaine en faveur d'opposants ivoiriens qui n'ont malheureusement trouvé aucun écho sur le terrain depuis 2020. Alors, David Bédia, finalement, est-ce qu'il faut désespérer de cette organisation malgré la place prépondérante qu'elle occupe dans l'animation de la vie démocratique dans notre sous-région? Oh, désespéré, peut-être pas, mais je dis que je n'ai pas confiance. Je ne lui accorde vraiment pas de crédit dans cette affaire. Je voulais rebondir un peu sur un point de Jean-Richard quand il a parlé du rétablissement de l'ordre constitutionnel. Oui, ça c'est l'une des prérogatives de la CEDEAO, surtout de la force militaire de la CEDEAO. Mais c'est lorsque comment je peux dire ça? Lorsque il y a un coup d'État, par exemple, on peut demander à la CEDEAO de rétablir. Mais il y a eu plusieurs coups d'État en Afrique de l'Ouest. Il y a eu le coup d'État même en Côte d'Ivoire. La CEDEAO n'a rien fait. Il y a eu le coup d'État au Mali avant que le Mali ne sorte de la CEDEAO. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, sur le cas de la Côte d'Ivoire, pourquoi moi, je ne suis pas très tendre avec notre commission sous-régionale, c'est que on était dans un contentieux électoral. Dans le contentieux électoral, on ne vient pas avec des armes. On vient avec
des intellectuels. C'est la médiation qui a été la première arme utilisée par la CEDEAO. Oui, mais est-ce que cette médiation, elle aboutit à quoi? Rien. Elle n'a rien donné. Puisqu'elle demandait au président jugé, au candidat jugé perdant de lâcher le pouvoir. L'intervention militaire, et l'intervention militaire a eu lieu. Donc, facile, pourquoi j'ai dit... Puisque ce point était considéré comme étant celui qui était légitimement fondé à le faire. Lorsque quelqu'un que vous avez soutenu hier à venir au pouvoir, lui maintenant ne veut plus partir, vous allez prendre encore les mêmes armes pour l'enlever. Pour moi, sincèrement, je ne vois pas. Je ne sais pas comment ça se fera, mais je n'ai pas confiance. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire quelque chose, non. Moi, je n'ai pas vraiment confiance à la CEDEAO. Je ne sais pas ce qu'il peut faire. Vous allez voir, l'opposition même ne compte même pas sur On vous aura compris votre scepticisme qui s'appuie notamment sur des faits passés et votre expérience en tant que Ivoirien et observateur de la vie politique en Côte d'Ivoire. Alors, dernier sujet de cette émission, Journée mondiale de la liberté de la presse, état des lieux en Côte d'Ivoire. Jean-Richard Nguessan, est-ce qu'on peut revenir avec vous en quelques minutes sur ce qui ressort du classement de Reporters sans frontières, un classement qui n'est pas du tout reluisant pour notre pays? Ah oui, dans l'édition 2025 de ce classement mondial sur la liberté de la presse, la Côte d'Ivoire a reculé, et cela c'est véritablement dommage. Selon le rapport de Reporters sans frontières, le pays glisse de la 64e place sur 180 pays avec un score de 63,69 contre 53e en 2024. C'est Nous perdons 11 points. 11 points. Ce qui est énorme. Ah oui, c'est énorme. Pour un pays qui dit vouloir migrer vers le respect des normes démocratiques. Ah oui, vous savez, aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a une précarité de la presse en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les annonceurs, on ne les voit pas assez. Aujourd'hui, la presse est taxée d'être une presse partisane au niveau de la Côte d'Ivoire. Et l'un mis dans l'autre, ça fait qu'aujourd'hui, il y a un recul au niveau de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. David Bédia, ce recul, comment est-ce que vous l'interprétez? Il peut s'expliquer de plusieurs manières. D'abord, la précarité même dans le domaine même de la presse, des professionnels des médias. Vous voyez, il faut être clair. Je l'ai dit un jour au cours d'une conférence avec, comment s'appelle, son nom va me venir, une de nos doyennes là, elle était à la Fratmat là. Et je lui ai dit que j'avais un grand frère, journaliste, quand j'étais au collège. Et quand il arrivait à la maison, mais on sentait que quelqu'un était venu. Il a sa grosse voiture, et voilà. Mais le train de vie de mon aîné, je ne peux pas me l'offrir aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr qu'il était, il se donnait comme moi je me donne aujourd'hui. Les journalistes sont dans la précarité. Ce qui est un problème même pour l'indépendance de la presse. Et quand il y a un problème d'indépendance, la liberté aussi a aussi un problème. Oui. Vous comprenez? Donc, c'est le problème que nous avons. Et il a dit, Jean-Richard, que beaucoup de journaux aujourd'hui sont obligés de s'affilier à des partis politiques, de prendre un peu d'argent. Donc, on a vraiment un problème de liberté. Et c'est ce recul aussi, dans l'année 2023-2024, il y a eu, j'ai pu noter ici, 4 à 5 médias qui ont été suspendus. Et ça, c'est un peu difficile, sans oublier aussi des menaces sur certains journalistes qui ne sont pas bien. Noël Kona, lui, journaliste d'investigation, il est beaucoup dans le viseur des politiciens, parce que ce qu'il dit, souvent ça dérange, c'est un journaliste d'investigation qui souffre souvent de certaines choses. Et donc ça fait que le journaliste a peur aujourd'hui de travailler. Donc ce recul, pour moi, n'est pas surprenant. Il faut qu'on laisse la possibilité aux journalistes de vivre de leur métier. Un journaliste qui vit de son métier, il est tranquille dans son esprit et il écrit. Il y a des journalistes aujourd'hui, si tu les appelles pour une dérive, tu leur poses des questions, tu vas voir qu'ils ne sont même pas responsables de ce qui a été écrit. Alors cela pose justement la question de l'économie de la presse.
Là-dessus, Joël Nyonzo, président de la presse numérique de Côte d'Ivoire, s'est prononcé sur cette actualité qui malheureusement n'honore pas l'image de la presse et même plus de façon plus large de la démocratie en Côte d'Ivoire. On va l'écouter dans cet élément. Le recul de la Côte d'Ivoire de 11 places dans le classement de Reporters sans frontières est un signal d'alerte. Pour y remédier, il faut agir sur plusieurs leviers. D'abord, garantir l'indépendance des médias et protéger réellement les journalistes contre toute forme de pression, d'intimidation ou d'agression. Ensuite, il est essentiel de renforcer l'accès à l'information publique, surtout en période électorale, et de favoriser un environnement juridique qui ne criminalise pas le travail de la presse. Par ailleurs, il faut encourager la professionnalisation du secteur en soutenant la formation continue, l'éthique journalistique et la lutte contre les fake news. Enfin, il est temps d'assainir l'espace numérique sans restreindre la liberté d'expression et de créer un dialogue permanent entre les autorités, les médias et les acteurs de la société civile pour construire un climat de confiance. C'est dans ce but que la Côte d'Ivoire pourra améliorer son image et remonter dans les classements internationaux. Jean-Richard, commentaire après ces propos tenus par Joël Nyonzo. Ce qu'on retient tout simplement, c'est que nous sommes dans un contexte où il y a une fragilité économique croissante des médias ivoiriens, quoi qu'on dise. Aujourd'hui, le journaliste ivoirien se cherche. Aujourd'hui, très peu sont les médias qui respectent la convention. Dans bien de nos organes, on discute avec certains jeunes journalistes qui peinent à avoir 60 ou 70 000 francs. Et l'un mis dans l'autre, ça fragilise un peu le métier et c'est fort dommage. David Bédia, quand vous observez... C'est vous qui l'avez évoqué tout à l'heure, avant même qu'on écoute l'élément de Joël Nyonzo. Quand vous observez aujourd'hui la situation délétère dans laquelle baigne un nombre de confrères en Côte d'Ivoire, est-ce que vous vous inquiétez davantage pour l'avenir de la presse ivoirienne? Oh non, l'avenir, il faut y croire. Vous savez que la presse, c'était... Moi, j'ai découvert la presse après ma formation en communication. Je rappelle que vous êtes vous-même patron oui, bien sûr, de Canal Ivoire. Quand j'ai fini ma formation en communication, j'ai travaillé un peu comme commercial, marketing. Et après, je suis rentré dans la presse. Je vous assure que c'est un métier passionnant. La collecte de l'information, c'est tellement passionnant. Et c'est vrai, aujourd'hui, c'est difficile, peut-être avec la digitalisation, et ça crée un peu une expansion, et voilà, une pléthore de médias, donc on ne contrôle plus beaucoup de choses, mais peut-être, il faut y croire, demain, ça peut changer. Passionnant, oui. Alors, qu'en pense Herman Adepo, qui est également journaliste? Et nous avons également interrogé deux étudiantes en journalisme, à savoir Sakina Kone et Eden de Gonzague. Alors, tous ces trois nous parlent justement de leur analyse de la situation que traverse la presse dans notre pays. Moi, je crois que déjà en 2024, la Côte d'Ivoire a progressé d'une place dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par les Reporters sans frontières, passant de la 54e à la 53e position sur 180 pays, on se souvient très bien. Cependant, son score global est légèrement diminué. On est passé en 2023 de 68,83 à 66,89 en 2024. Ce qui naturellement va refléter une stagnation relative plutôt qu'une amélioration significative, on est d'accord. Il faut signaler que le paysage médiatique ivoirien reste parmi les plus politisés et polarisés d'Afrique de l'Ouest, ça il faut le dire. Les journalistes, ils sont régulièrement confrontés à des convocations judiciaires, des agressions et des suspensions de journaux, et j'en passe. Tu vois, la loi, bien que la loi de 2017 protège les sources d'information et ne prévoit pas de peine privative de liberté pour les délits de paix, j'allais dire. Le délit d'offensif au président de la République demeure en vigueur, limitant même parfois la liberté de la presse. Concernant la situation mondiale, les Reporters sans frontières observent une baisse générale de 11% de la liberté de la presse en 2024, comme tu viens de le signifier. Mais cette tendance-là est attribuée à des facteurs tels que la désinformation, la polarisation politique et les pressions économiques sur les médias. Dans ce contexte, la position de la Côte d'Ivoire reflète naturellement à la fois les défis persistants et les efforts d'entreprise pour améliorer la liberté de la presse. C'est d'ailleurs pour cela même que demain, on a un mandat de la presse qui va se faire même à la RTI. Concernant la question de la presse, en tant qu'étudiant en journaliste, je considère la liberté de la presse en fait comme un pilier fondamental de la démocratie. Elle permet aux journalistes de remplir leur mission, d'informer, de questionner le pouvoir et de faire entendre les voix trop souvent oubliées.
Mais cette liberté est loin d'être acquise partout. Elle reste menacée, parfois même dans des États qui se disent démocratiques. En tant que futur journaliste, je mesure la responsabilité qui accompagne ce droit-là, celle de traiter l'information avec rigueur, honnêteté et indépendance. Défendre la liberté de la presse, c'est défendre le droit de chaque citoyen à une information juste et pluraliste. Un combat que je me sens prête à mener. Alors, ce que j'aimerais dire à mes amis, juste vous dire de vous faire confiance, aimer la chose, ayez l'amour en fait, l'amour de la chose. Et lancez-vous quoi, lancez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Et concernant la liberté de la presse, je pense que nous sommes assez limités, parce que beaucoup de journalistes hésitent à dénoncer ou à révéler des informations sensibles de crainte de subir des pressions ou des répercussions. En conséquence, le journaliste qui devrait, à mes yeux, être le domaine le plus influent en Côte d'Ivoire, a perdu en force et en impact. Et malheureusement, ici dans notre pays, nous avons l'impression que le journaliste est contrôlé, voire même dirigé, et qu'il est réduit carrément à un outil de distraction, alors qu'il devrait être un véritable levier pour le changement et l'éveil de la société. Avant de conclure cette émission, Jean-Richard, j'ai envie de vous demander, naturellement, après tout ce qu'on a eu à dire sur cette question qui nous concerne directement, mais qui en même temps touche à la vie démocratique dans notre pays, qu'est-ce que vous entrevoyez comme solution justement pour y remédier et pourquoi pas espérer que dans quelques années notre pays soit un modèle en matière de respect de la liberté fondamentale d'écrire, de s'exprimer, de rapporter l'information. Vous savez, quoi qu'on dise aujourd'hui, les médias en Côte d'Ivoire sont vulnérables. Non seulement, et puis la plupart de nos médias sont soumis à l'influence des politiques, l'influence économique. On connaît plus ou moins tous la difficulté que traverse bon nombre de nos confrères. Et face à ces différentes difficultés, par moment... Vous dénonciez tout à l'heure des salaires... des salaires assez bas, et lorsqu'on a des propositions assez alléchantes d'un homme politique ou de certains cercles économiques, par moment on tombe dans la facilité, et à ce niveau-là, l'écrit change, nos observations changent, et à ce niveau-là, au niveau de la presse, on l'observe de plus en plus, et là est dommage. David Bédia, on va terminer avec vous, et naturellement vous évoquiez tout à l'heure l'aspect contrainte qu'ont les journalistes dans la pratique de leur métier, notamment leur vulnérabilité financière. Est-ce qu'on a aujourd'hui, enfin selon vous, une lisibilité en matière de solutions que l'on peut apporter peut-être pour soulager les professionnels de l'information à ce niveau? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour nous qui sommes sur les médias digitaux, nous savons que de plus en plus il y a des solutions que ces hébergeurs-là proposent pour permettre pour rentabiliser les contenus. Et donc il faut, peut-être c'est un peu difficile encore, ça va lentement, mais il faut y croire, et puis un jour ça va aller. Donc ça veut dire que pour l'instant, il faut que le journaliste soit lui-même, écrit ce que tu penses, dis ce que tu penses. Malgré la précarité financière, dans la galère. Surtout l'intégrité. Voilà, par moment, face à la galère, face au salaire de 30, 40, 50 000 francs, dans certains médias, il n'est pas toujours très évident d'être intègre, surtout dans le traitement de l'information. Mais espérons que les autorités compétentes entendent ce que nous disons sur ce plateau et peut-être envisageront des mesures pour permettre justement de rehausser quelque peu le niveau de vie des journalistes en Côte d'Ivoire, de sorte à garantir l'indépendance de cette corporation. L'Intelligent Club pour ce vendredi c'est terminé, on va se dire au revoir. Excellent week-end à tous et à toutes et à très bientôt.